présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le dernier wagon de cette matinée. Nous sommes en retard. C'est la grève aujourd'hui. C'est comme ça que je vais commencer. Alors, merci à tous d'être présents, d'avoir tenu sans pause. Merci à ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Et surtout, merci à la DBF, au barreau de Lyon, à l'Ordre des avocats de Lyon, à la Cobra et ensuite à l'École des avocats de Lyon de nous avoir permis et nous avoir reçus ici aujourd'hui. Alors, je vais vous faire, comme on dit dans le jargon du RGPD, un audit flash sur le secret professionnel de l'avocat et le RGPD. Est-ce que vous êtes prêts ? Après, vous allez pouvoir aller manger. Donc, évidemment, l'ensemble des slides vont vous être transférés. Toujours des promesses, c'est ça. Au moins, j'ai un auditoire qui suit, ça fait plaisir. Alors, il faut savoir que vous allez voir que RGPD et avocat ne sont pas toujours compatibles. Et c'est ce qu'on va un petit peu se poser la question aujourd'hui. On va surtout revenir sur les interactions et les possibilités que sont ouvertes aux avocats de traiter des données et comment le faire en conformité avec les recommandations de la CNIL, du CEBD, qui ont eu la gentillesse de venir intervenir aussi aujourd'hui à cette journée, et avec lesquelles on travaille avec l'Ordre des avocats et le CNB de concert pour essayer de trouver des solutions, parce que nous faisons partie des exceptions, comme souvent, même pour le régime des retraites. Alors, RGPD, secret professionnel. Le secret professionnel est un petit peu attaqué de toutes parts pour les avocats en ce moment. Vous l'avez vu avec le paquet anti-blanchiment. Finalement, avec le RGPD, est-ce que ça ne serait pas pareil ? Quid ? Aujourd'hui, on a besoin de traiter de données diverses et variées, et surtout des données sensibles lorsque l'on est avocat. On collecte les pièces d'identité. Ben oui, déjà, c'est la première chose qu'on doit faire avant même d'établir une convention d'honoraires qui est obligatoire maintenant, je vous le rappelle, chers confrères et consoeurs qui sommes ici présents, et pour les futurs élèves avocats et avocats. Donc sachez-le, évidemment, l'avocat peut aussi faire l'objet d'une usurpation d'identité, donc on se demanderait si aujourd'hui le client ne devrait pas nous la demander aussi. C'est une autre question. Alors, le secret professionnel, si on ne le respecte pas en tant qu'avocat, on a quand même 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et là, on se dit, aïe, alors comment je vais répondre à une demande de la CNIL alors que je suis moi-même soumis au secret professionnel ? Je vous dirais peut-être dans un premier temps de ne pas vous référer à l'arrêt rendu par la CJUE du 12 janvier 2023 qui dit que les avocats sont des prestataires de services juridiques. Je dirais que non. Nous sommes une profession assermentée et donc à ce titre, nous sommes soumis au secret professionnel. Donc si la CNIL vient faire un contrôle chez vous, alors déjà premièrement, soyez formés. Vous avez énormément de formations qui sont mises en ligne sur le site de la CNIL, mais également sur le site de l'ANSSI, mais aussi sur le site de vos barreaux. Je sais qu'au barreau de Paris, par exemple, nous avons mis en ligne un barreau numérique à ce titre pour pouvoir vous former. Alors, on ne répond pas toujours à toutes les questions, mais par contre, vous avez des DPO dans chaque barreau qui peuvent y répondre. Et vous avez aussi le DPO du CNB qui est là pour ça. Donc surtout, même si vous n'avez pas toutes les réponses dans les formations, appelez-nous. On est là pour ça. Enfin, je pense que lors d'un contrôle, ce qu'il faut savoir... Et alors, c'est moi qui dois tourner les slides, excusez-moi, je n'avais pas compris. Alors, voilà, ça sera plus simple. Donc, voilà, là pour les sanctions, parce que c'est important. Et maintenant, on va aller aussi sur le problème de la confidentialité. C'est que l'avocat est soumis à un principe bien plus fort que la confidentialité. On est soumis au secret professionnel qui est absolu. Je le rappelle, nous avons quasiment le même serment que les prêtres. Aujourd'hui, on a un secret professionnel qui est bien plus important que celui des médecins, par exemple. Si nos clients n'ont plus confiance en nous, ils ne viendront plus saisir un avocat pour défendre leurs droits. Nous avons une mission, alors peut-être pas d'intérêt public, mais en tout cas, on a une vraie mission qu'on doit à destination de nos justiciables pour ces sujets-là. Donc quand vous avez un contrôle de la CNIL, si c'est un contrôle RH, il n'y a pas de problème. Théoriquement, vos salariés, si vous en avez, ils sont soumis au droit du travail. Donc là, vous pouvez donner librement l'ensemble des données lors d'un contrôle. Si, par contre, les données concernent celles de vos clients et encore plus, par extension, la partie adverse, ça commence à devenir compliqué.
Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être saisir l'ordre lors d'un contrôle de la CNIL, je ne sais pas, c'est peut-être une solution qu'on pourrait avoir lorsqu'on vient perquisitionner dans un domicile d'avocat, par exemple, on appelle l'ordre, ça pourrait être une des solutions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de réglementation claire sur le sujet. Vous avez aussi quelques décisions de la CJUE, alors là pour le coup celle-ci je vous demande de la regarder, de décembre 2022 sur le secret professionnel et le RGPD. Donc là c'est assez bien détaillé, on va vous expliquer un petit peu comment on essaye de faire corréler ces deux notions. Mais c'est vrai que on a quand même des nouvelles réglementations, ne serait-ce que par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui vous parle des données de connexion, vous avez des exceptions ou autres. Donc alors attention, le RGPD, c'est un droit pluridisciplinaire. Donc il faut aller regarder plein de textes pour pouvoir répondre à une demande. Donc il faut avoir du courage. Donc soyez courageux si vous voulez faire du RGPD et que vous êtes avocat. On va passer à la deuxième partie, l'impact sur notre profession. Vous avez vu, hein, je vais quand même vite. L'impact sur notre profession. Alors, sachez que l'avocat n'est pas un sous-traitant au sens du RGPD, donc au sens de l'article 28. Pourquoi ? Parce qu'on est responsable de traitement. C'est nous qui traitons les données. Évidemment, vous avez des décisions, et notamment des recommandations du CEPD, donc ancien G29. Hein, si vous cherchez la décision sur Internet, ça sera encore sous G29. Donc, qui explique que nous sommes des professionnels qui sont soumis au secret professionnel, mais surtout qui sommes indépendants, et à ce titre, nous traitons les données de nos clients. On a deux exceptions, quand même, où on est sous-traitant. Lorsqu'on remplit des formulaires, et oui, ça peut nous arriver, donc dans ces cas-là, assurez-vous quand même d'avoir le consentement de votre client, hein, au-delà du RGPD, hein, juste pour la déontologie. Et évidemment, lorsqu'on reçoit des alertes professionnelles, là en effet, on est récepteur et là on peut être aussi sous le statut de sous-traitant. Mais à part ces deux exceptions, nous ne sommes pas sous-traitants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Lorsqu'on répond à un marché public ou à un appel d'offres, on ne transmet pas ces registres, on les transmet qu'à la CNIL. Et oui, on ne le sait pas forcément, donc ça c'est compliqué à expliquer hein, quand vous répondez à un appel d'offres. Par contre, éventuellement, vous pouvez vous référer au registre de traitement générique que le CNB a édicté et qui se trouve dans vos conventions d'honoraires. Donc éventuellement, vous pouvez donner ça. Expliquer que vous avez mis en place des process au sein de votre cabinet d'avocat pour pouvoir prouver que même si vous ne donnez pas certains documents qui sont soumis au secret professionnel, vous respectez quand même le RGPD au sein de votre cabinet. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, on est là pour vous aider, bien évidemment. Pour ne pas perdre le marché, parce que souvent le problème c'est que vos concurrents qui eux ne sont pas avocats et sont consultants, ils les donnent leurs documents. Donc on vous dit mais pourquoi vous ne les donnez pas ? Peut-être parce que nous on va mieux garder vos données qui seront tenues secrètes jusqu'au bout. La difficile question de l'avocat collaborateur. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de consensus. Hein. Vous avez les syndicats d'avocats qui s'insurgent parce qu'on ne devrait pas mettre trop d'obligations sur les avocats collaborateurs. Je comprends tout à fait, c'est compliqué aussi ce statut. Est-ce qu'ils sont responsables de traitement ? Est-ce qu'ils sont sous-traitants ? Donc, lorsqu'ils traitent les données du cabinet, oui, ils sont sous-traitants. Par contre, lorsqu'ils traitent des données par rapport à leur dossier personnel, c'est compliqué. Est-ce qu'ils utilisent leurs propres outils ? Dans ces cas-là, oui, ils sont bien responsables de traitement. Mais s'ils utilisent, et comme souvent on le fait, hein, quand on reçoit un texto ou un mail et qu'on est au travail, en général, on est déjà sur l'outil du cabinet d'avocat pour lequel on travaille. Et là, on a un petit problème. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on est sous-traitant ? Ou est-ce que c'est pas le cabinet d'avocat qui est carrément le sous-traitant de l'avocat collaborateur pour lequel l'avocat collaborateur travaille ? Vous voyez, je vois que tout le monde fronce ses sourcils, ça commence à devenir compliqué. Donc, écoutez, la CNIL, en général, apprécie nos raisonnements juridiques. Donc, à partir du moment où on est capable d'expliquer ce qu'il se passe, on ne devrait pas forcément avoir de sanctions. Par contre, il faut le faire quand même de manière déontologique et sécurisée. Je pense que si déjà vous respectez ces deux principes, ça devrait plutôt aller. Mais on n'a pas encore de consensus en la matière. On est en train d'essayer de discuter avec les organisations syndicales d'avocats, de mettre de concert nos réflexions avec, pour ma part, Barreau de Paris, CNB et la Conférence des bâtonniers pour essayer d'apporter aussi une réponse commune avant de venir embêter la CNIL et le CEPD pour leur demander de se positionner. Il faut déjà que nous, on y arrive de notre côté. Mais vous voyez que c'est une question qui est difficile. Donc si elle est difficile pour nous, c'est normal qu'elle soit difficile pour vous.
Alors, bien évidemment, vous avez aussi le problème de l'avocat collaborateur qui quitte le cabinet, qu'est-ce qu'on conserve, etc. Comment on va les traiter? Donc ces questions-là, aujourd'hui, elles sont encore ouvertes. Donc c'est normal que vous n'ayez pas une réponse claire. Je sais que c'est frustrant, mais c'est la réalité du métier aujourd'hui. On se dit, si l'avocat collaborateur quitte son cabinet, mais c'est comment les données vont-elles être stockées et où? Alors vous allez commencer à vous poser plein de questions. En tout cas, je vous invite à vous les poser. Le but, c'est que vous ayez des listes de questions pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Jusqu'à quand? Quelle est la finalité? Quelle est la durée légale? Comment je me protège s'il y a un contentieux? S'il y a une procédure de taxation d'honoraires? Est-ce que je dois archiver? Est-ce que je dois supprimer? On a 3 phases d'archivage, enfin même 4 finalement pour les avocats. On a une base active, on a un archivage intermédiaire, on a un archivage définitif. Mais aussi on a un archivage quand un avocat décède, vous devez transmettre vos archives à l'ordre. Ça, tout le monde ne le sait pas. Évidemment, la CNIL a essayé de se prononcer sur la question. Finalement, je vais aller directement sur la conclusion. C'était en 2005, hein, donc vous voyez, on n'a pas attendu le RGPD pour se prononcer, merci le régulateur, mais toutefois, on n'a quand même pas de durée indiquée. Donc on ne va pas parler de vide juridique, on n'est pas journaliste. Par contre, on va simplement se dire que peut-être qu'il y a une question à se poser sur les durées. Et donc là, évidemment, on est en train de se poser les questions appropriées, sachant que l'avocat est responsable des données de son client. J'ai pas envie de dire presque ad vitam aeternam, mais en tout cas jusqu'à sa radiation. Évidemment, quand on est plusieurs à avoir travaillé sur un dossier, ça devient de plus en plus compliqué. Et oui, encore une fois, je suis navrée, je ne vais pas vous apporter la réponse ce jour, mais on essaye en tout cas d'y réfléchir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être avocat. On doit réfléchir, on doit proposer un raisonnement juridique. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos DPO de chaque ordre et vous avez le CNB aussi qui est là de manière nationale pour répondre à vos questions. Donc essayez de réfléchir si vous avez un contrôle et surtout appelez le DPO de l'ordre si c'est le cas. Ne pensez pas aussi que la CNIL, c'est le grand méchant loup qui va forcément vous dire que vous faites tout mal. Ils vous l'ont dit, la sanction n'est pas l'objectif. En tout cas, c'est ce qui a été dit aujourd'hui, évidemment. Mais si vous allez proposer des actions de bonne foi, essayez, même si vous n'avez mal fait les choses, de vous rattraper, c'est déjà une bonne chose. D'accord? Et c'est pris en compte par les autorités de régulation, d'ailleurs ceux dans tous les pays européens. Alors, vous avez une autre question quand vous êtes avocat, c'est fournir de la documentation RGPD aussi à vos clients. Parce que un client mécontent, il va utiliser le RGPD pour vous embêter. Et oui. Donc, ça peut être un client, un ancien salarié. Vous avez aussi d'anciens collaborateurs qui peuvent exercer ce droit. Alors là, évidemment, n'oubliez pas que vous n'êtes pas sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, hein, pas sous-traitant au sens commercial, évidemment. Donc, il va falloir aussi que vous adaptiez vos conventions d'honoraires, que vous suiviez en fait les guides du CNB, que vous voyez ce que vous externalisez de ce que vous n'externalisez pas et que vous pensiez aussi à respecter le secret professionnel parce que l'objectif, c'est de ne pas contourner le RGPD pour exercer d'autres droits, ce qui est aujourd'hui fortement utilisé. Je parle par exemple en matière de droit du travail. Alors, pour ce faire, je pense qu'il faut se former et se former. D'accord? Le RGPD, ça fait 5 ans, mais on n'y est toujours pas. Parce que ça prend du temps, de l'énergie. C'est comme quand vous avez un nouvel outil, vous devez essayer de vous familiariser avec l'outil avant de pouvoir l'exercer. Donc le RGPD, c'est exactement la même chose. Donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas commencé en fait à vous mettre en conformité avec le RGPD. Mais par contre, il faut commencer à le faire. Suivez des formations. Les MOOC de la CNIL sont très très bien. Vous avez aussi le MOOC de l'ANSSI sur la cybersécurité. Vous avez énormément d'avocats, et Madame Ferrachous, elle est là aujourd'hui, qui ont fait des ouvrages sur ces sujets. Vous avez des plateformes de formation qui sont gratuites, mises en place par le CNB, par le barreau de Paris, mais aussi par le barreau entrepreneurial, ce qui est ouvert à tous les avocats de France. Donc on essaye aussi de vous aider, mais par contre, si vous ne devenez pas acteur de la mise en conformité au RGPD, ça ne marchera pas. Si vous ne dédiez pas de temps à ce sujet, ça ne marchera pas. Ce n'est pas du tout un argument magique. Mais c'est pareil pour le paquet anti-blanchiment. Hein. Si vous ne vous formez pas et si vous ne mettez pas dedans, ça ne marchera pas. Okay ? Alors, c'est vrai qu'on a plus de chances d'avoir des sanctions en matière de paquet anti-blanchiment que de sanctions de la CNIL, parce que justement, pour l'instant, le régulateur est plutôt sympathique à notre égard et est dans une volonté d'avoir une mise en conformité graduée au sens du RGPD. Donc,
essayez de profiter aussi de cette main qui vous est tendue à la fois par les organismes, les autorités de régulation, mais également par l'ordre, pour vous mettre en conformité de manière graduée. Peut-être, alors vous allez commencer, ça va forcément être parcellaire. On parlait de compliance tout à l'heure. On n'est jamais 100% compliance au RGPD. C'est impossible. Et encore moins quand vous vous dites, moi je vais le faire en une semaine. D'accord ? Donc, prenez le temps, peut-être une fois par mois, de vous intéresser à ce sujet. Je sais que voilà, chez nous, le temps c'est de l'argent, le taux horaire, etc. Mais il faut essayer de se le faire. Quand vous êtes élève avocat, formez-vous. Faites les MOOC, parce que quand vous allez être en collaboration, vous allez avoir moins le temps de le faire. Donc soyez formés, soyez aussi des acteurs dans les cabinets d'avocats qui, eux, n'ont peut-être pas eu le temps d'être formés. Donc soyez des moteurs, parce que vous avez été formés sur ces sujets, ce qui n'a pas été le cas d'autres confrères et peut-être même de votre maître de stage. Donc soyez des acteurs aussi de cette conformité. C'est à ce titre que j'interviens aussi dans beaucoup d'écoles et dans des masters 2, 1, licence 3 sur le RGPD et la protection des données, parce que vous êtes acteurs aussi, vous avez les outils que tous vos maîtres de stage ou vos futurs associés n'ont pas forcément. Donc aidez-nous aussi à se mettre en conformité et surtout, prenez le temps de le faire. Évidemment, toutes les slides de l'ensemble des participants vous seront envoyées par la suite. Si vous avez des questions, on a un déjeuner qui est fait pour ça, même si on va manger entre-temps. Et puis pour toutes les personnes qui sont en ligne, parce que c'est retransmis, vous pouvez également nous contacter, soit au niveau de la DPF, soit l'ensemble des intervenants vous mettent à disposition leurs adresses mail pour pouvoir poser vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie pour cette plaidoirie remarquable. Hein. On va tous regarder le RGPD. Et profitant de cette occasion, je vous indique qu'un ouvrage vient de paraître aux éditions Antémis sur la mise en œuvre du RGPD chez les avocats, écrit par consoeurs et confrères, et notamment Jérôme Desroulez qui interviendra cet après-midi, et également Isabelle Andoulzi, qui est une très très bonne spécialiste en Belgique du RGPD. Donc je vous invite effectivement à consulter cet ouvrage. D'après ce que j'ai pu lire de cet ouvrage, c'est vraiment très très bien fait, avec des conseils pratiques à destination des avocats. Alors, y a-t-il des questions j'imagine, hein. Il y a une première question en ligne qui sera peut-être pour Monsieur Hébert. Les amendes de la CNIL sont-elles réglées et la CNIL dispose-t-elle de moyens de recouvrement forcé ? Oui, ça marche. Alors, est-ce que les amendes de la CNIL sont réglées ? Oui. Oui, elles sont réglées. Alors, je précise qu'elles ne vont pas dans les caisses de la CNIL. Hein, les amendes de la CNIL sont versées au trésor public. Donc quand des grosses structures, des GAFAM sont sanctionnées, en tout cas jusqu'à ce jour, des informations que je sais, elles sont réglées. On a un petit sujet, je pense, un peu nouveau sur les astreintes, parce que c'est un peu, comme vous connaissez bien ce sujet, il faut aller liquider l'astreinte, etc. Enfin, c'est pas le juge de l'exécution, mais enfin, il y a un système de liquidation, ça c'est un peu nouveau, donc ça je ne pourrais pas répondre à votre question là-dessus. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne ?